qui sont inscrits, puisque je crois qu'ils vont arriver petit à petit. Il y a parmi vous tout un tas de gens que je connais, et puis parmi vous tout un tas de gens que je ne connais pas. Donc, pour les gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis Mirella Valence, psychobiothérapeute, c'est-à-dire thérapeute en décodage biologique des maladies, et formatrice pour l'école de biodécodage depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, j'ai cette double casquette de pouvoir, continuer à recevoir, tous les jours des patients de toutes sortes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées avec toutes sortes de maladies. Et puis je forme des thérapeutes dont certains sont parmi vous, en formation ou déjà formés, et hem et donc j'ai ce plaisir, de transmettre, mes connaissances et puis cette magnifique technique qui est le décodage biologique des maladies. Alors, parmi vous, il y a certainement des personnes qui n'ont jamais entendu parler du décodage biologique des maladies, et donc, brièvement, avant qu'on aborde les maladies gynécologiques, je vais vous faire une petite, hem, introduction de ce que c'est que le décodage, puisque pour pouvoir comprendre la suite, ce sera intéressant de savoir ce que c'est que le décodage biologique des maladies. Donc, en un mot, eh bien, c'est, une autre manière d'aborder la maladie. Hem, Quand je dis une autre manière, c'est-à-dire, une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir, et cette, autre manière d'aborder la maladie s'appuie sur l'hypothèse que tous nos symptômes seraient une tentative temporaire d'adaptation, comme une bouée de sauvetage en quelque sorte. Et donc, à quoi est-ce qu'on s'adapte? Eh bien, à un stress interne, des émotions internes qui seraient sans solution, insolubles. C'est-à-dire que, on ressent quelque chose de vif, d'intense, qu'on ne peut pas résoudre ni, avec nos ressources intérieures, ni avec notre pensée, par exemple, hem ni avec nos ressources extérieures qui se présentent à nous. Donc on est face à un stress, une émotion interne qui est insoluble, et donc on a besoin comme ça de pouvoir s'adapter pour notre survie, tout simplement. Et notre biologie, qui est bien faite, va jouer ce rôle d'adaptation. Je vais vous donner une petite métaphore pour que vous puissiez comprendre, comment, hem, fonctionne le décodage biologique des maladies. Imaginez un homme qui est sur un bateau, un navire de croisière, par exemple. Et le bateau part pour plusieurs semaines en mer, que l'on revienne à terre avant un moment. Et voilà que ce monsieur, au milieu du voyage, tombe à l'eau par accident. Évidemment, tomber d'un bateau, c'est extrêmement stressant. Ce monsieur va donner du sens à ce qui lui arrive, hein. Il va ressentir de la peur, il va peut-être, avoir l'impression le navire va partir sans lui, qu'il va se noyer, qu'il est perdu à jamais, que c'est la dernière minute de son existence, ou je ne sais pas quoi d'autre. En tout cas, il vit un instant extrêmement stressant, et à ce monsieur, eh bien, au bout de quelques instants, on lance une bouée. Ce monsieur, récupère la bouée de sauvetage à laquelle il s'accroche, il la met tout autour de lui, et il attend comme ça qu'on lui envoie une navette avec, les secours qui reviennent le chercher. Puisque le navire, lui, le temps de s'arrêter est déjà loin de lui. Alors une petite navette vient le chercher, et ce monsieur s'est accroché à sa bouée, on le remonte dans le petit canot comme ça, et le monsieur s'accroche toujours à sa bouée, encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Alors bien sûr, les sauveteurs, le rassurent, lui disent: «Tout va bien, vous êtes en sécurité», mais ce monsieur est toujours sur un canot de sauvetage, et il préfère garder sa bouée, on ne sait jamais. On le remonte à bord du grand paquebot, et on lui dit: «Là, tu sais, tu peux, lâcher la bouée, tu es en sécurité», et ce monsieur de dire: «Non, non, non, je suis toujours sur l'eau, j'ai eu si peur, je préfère garder la bouée, on ne sait jamais. Je pourrais retomber à l'eau». Et voilà qu'il est, impossible de faire entendre raison à ce monsieur. Il veut absolument passer le reste du voyage avec sa bouée autour de lui, au cas où les choses recommenceraient, en cas de nouvel accident. Passent quelques semaines, le monsieur, arrive enfin, de l'autre côté de l'Atlantique ou de je ne sais quel océan,
et voilà qu'il faut revenir sur terre et donc ce monsieur débarque. Ça fait maintenant des semaines qu'il a passé, sur l'eau. Il a fini par oublier qu'il avait eu, tellement peur, oublier, qu'il était tombé à l'eau. Une partie de lui s'en souvient, mais une autre a profité de la vie, de la croisière et d'autres choses. Mais il a gardé sa bouée, parce qu'une part de lui dit: «On ne sait jamais, ça pourrait revenir». Et puis il finit par descendre sur terre et puis aller explorer comme ça le continent et il a toujours sa bouée autour de lui. Il ne sait même plus en conscience pourquoi il a sa bouée autour de lui. Il y a juste une partie de lui qui sait que c'est vital de garder la bouée. Pourtant il est sur terre, pourtant il en a plus besoin et il continue de s'accrocher à la bouée jusqu'à ce que la bouée finisse par faire partie de lui et peut-être un beau jour finisse même par le déranger, le gêner dans ses mouvements, dans sa vie sur terre et lui de se demander: «Mais enfin, qu'est-ce que je fais avec cette bouée? Elle est collée à moi, vissée à moi, elle m'est tombée dessus un jour et je ne sais plus quoi en faire». Eh bien, c'est exactement le cas de la maladie. La maladie, c'est une adaptation. Alors, hem, parfois, il y a des maladies qui sont évidentes. On le voit immédiatement que c'est une adaptation. Par exemple, si vous mangez, une huître avariée, aux fêtes de Noël qui arrivent bientôt, je vous le souhaite pas, eh bien, si vous mangez une huître avariée, votre estomac va immédiatement sentir un stress à l'intérieur. Alors ce n'est pas un stress émotionnel, c'est un stress biologique. C'est-à-dire qu'il va détecter qu'il y a là des substances indigestes, peut-être, empoisonnées ou en tout cas dangereuses. Quelque chose qu'il n'est pas possible d'accepter là et de faire, d'accepter de laisser passer plus loin dans l'organisme. Donc l'estomac va informer le cerveau qu'il est rentré là quelque chose d'absolument, impossible à accepter, à laisser passer, dans le reste du tube digestif, lequel cerveau va, prendre la mesure nécessaire. Il va demander à l'estomac de renvoyer l'huître, là d'où elle vient. Vous allez vomir. C'est une bonne solution d'adaptation. Vous avez avalé une huître avariée, vous la vomissez, vous vous êtes adapté et votre, santé, votre survie, a été préservée, OK? La plupart du temps, on a des maladies, mais on ne sait pas pourquoi on les a. On est comme ce monsieur sur le navire, on a oublié. On a oublié qu'on était tombé parce que c'est quelque chose de trop lointain, de trop ancien, de tellement intense qu'on a refoulé cette émotion. Et tout ce dont on se souvient ou tout ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a la bouée qui est là comme solution au cas où il nous arriverait quelque chose. Donc voilà comment on arrive parfois à être pris de vomissements alors qu'on n'a rien mangé du tout. Par contre, eh bien on a vécu, à cet instant ou quelques semaines avant ou quelques années avant, quelque chose d'absolument indigeste, insupportable, impossible à faire passer et à chaque fois que l'on va vivre quelque chose d'insupportable, impossible à digérer, impossible à faire passer, que l'on ressent comme impossible à digérer, impossible à faire passer, eh bien notre, corps va utiliser cette même manière de s'adapter, il va nous faire vomir. Donc on peut vomir réellement, parce qu'on a réellement, ingéré quelque chose d'impossible à accepter, ou bien on peut vomir parce qu'on a virtuellement avalé quelque chose d'impossible à faire passer. Et pour notre biologie, pour notre inconscient, c'est exactement la même chose. Que l'on vive un stress réel, dû à quelque chose de réel, qui vient de l'extérieur et qui nous impacte réellement, comme une morsure, une huître avariée, une agression ou je ne sais pas quoi, ou bien que l'on vive un stress virtuel, c'est-à-dire qu'on le vit comme étant on vit un événement comme étant agressif, on vit un événement comme étant indigeste, on vit un événement comme étant étouffant, eh bien, on va réagir en fonction. Ça va jusque-là? Alors c'est une manière très rapide d'expliquer l'hypothèse du décodage. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que le décodeur, le psychobiothérapeute, donc le thérapeute en décodage biologique, eh bien lui, son job, c'est d'aller retrouver quel est l'événement d'origine, quelle est la première fois où vous êtes tombé à la flotte et où vous avez dû mettre une bouée autour de vous.
Quelle est la première fois où vous avez avalé un truc indigeste et vous avez dû, programmer le vomissement comme ça pour pouvoir, vous adapter encore et encore? Et le décodage biologique va bien sûr encore plus loin puisqu'il, en étudiant, toutes sortes de maladies à travers cette hypothèse-là, eh bien, il s'est rendu compte qu'on n'était pas, visé dans notre corps de n'importe quelle manière. On n'allait pas être impacté au niveau des bronches parce qu'on a mangé une huître avariée, ça sert à rien. On va pas faire de l'asthme parce qu'on a mangé une huître avariée. Par contre, si on manque d'air, si on a la sensation qu'on n'a plus d'espace et plus de liberté, alors ça devient intéressant de pouvoir augmenter son espace bronchique et, par exemple, de faire une tumeur des bronches comme pour attraper plus d'air. Une tumeur, qu'est-ce que c'est? C'est plus de cellules. Donc on va augmenter la surface de contact de nos bronches avec l'air comme si on pouvait attraper plus d'air. Si on a peur de manquer de nourriture ou qu'on manque effectivement de nourriture, parce qu'on a perdu notre travail, parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on n'a plus le droit au chômage et qu'on n'a plus les moyens d'aller s'acheter à manger et qu'on va au resto du cœur, on vit potentiellement le conflit de manque. Donc on a peur de mourir de faim, de manquer de nourriture. Alors, une des solutions biologiques, eh bien, c'est, de faire, de mettre en action l'organe dans notre corps qui se charge de faire des réserves pour nous, des réserves de sucre, d'énergie, en cas de disette. Et cet organe, c'est le foie. Donc, voilà comment on peut construire un nodule, un kyste, voire même une tumeur cancéreuse au foie. On fait plus de cellules de foie, comme pour pouvoir stocker plus de glycogène. Le glycogène, c'est le sucre qui est stocké sous cette forme dans le foie, comme pour pouvoir mettre en réserve de l'énergie au cas où on meurt de faim et qu'il faille redistribuer du sucre. Si je ne peux pas manger, c'est important que mon foie puisse redistribuer du sucre. OK? Et donc, on s'est rendu compte depuis, des décennies que, les décodeurs étudient, les maladies et bien que chaque maladie, elle était, intéressante par, la fonction, qu'elle cherche à rétablir, à équilibrer. On va faire plus d'os ou moins d'os parce que c'est intéressant pour, s'adapter en termes de valeur, la valeur que je me donne à moi-même. On peut faire plus de muscles ou moins de muscles parce que c'est intéressant pour s'adapter en termes de puissance de mouvement, de capacité de mouvement. On peut faire, plus de glandes mammaires parce que c'est intéressant pour mieux nourrir et protéger l'autre. On peut faire, hem, hem, plus de cerveau, par exemple, de cellules gliales, parce que c'est intéressant pour être, plus intelligent, pour pouvoir trouver plus de solutions intellectuelles à mes problèmes, pour être plus performant avec ma tête, avec mon intellect. Je peux, je peux faire moins de peau, faire des léser ma peau, mon épiderme, parce que c'est intéressant pour, essayer d'enlever une limite entre l'autre et moi, comme si je voulais être plus en contact avec l'autre et donc j'essaye d'enlever, le ce qui me sépare de l'autre pour essayer d'être plus en contact avec l'autre. Comme si je voulais pouvoir, faire rentrer le contact avec l'autre plus profondément à l'intérieur de moi. Et donc, chaque organe comme ça, chaque tissu même de notre corps, va nous parler d'un ressenti très particulier. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur, ce qui touche, le système gynécologique et tous les maux, féminins comme ça. Et pour quelle raison d'ailleurs? J'ai eu envie de faire, cette conférence, alors que j'aurais pu vous faire une conférence sur, les problèmes digestifs ou, sur, les problèmes de migraine. Ça viendra, je ferai ça un jour. Mais j'ai eu envie de commencer par ça, eh bien, parce que j'ai un intérêt tout particulier en tant que thérapeute, bien sûr. Je reçois régulièrement des femmes qui me consultent pour des problèmes de sein, d'utérus, d'endométriose, d'ovaires, de trompe, de vaginite, de mycose et autres choses sympathiques comme ça.
Et puis bien sûr en tant que mère, d'une jeune femme, d'une jeune fille, bientôt une femme, elle a 17 ans, eh bien, je m'interroge, beaucoup sur ces mots-là et en tant que femme, j'ai envie de pouvoir accompagner, mes congénères également. Donc j'ai un intérêt tout particulier à vous transmettre ça ce soir. Mon envie ce soir, ce n'est pas de vous faire un cours magistral sur, les maladies, gynécologiques, c'est pas ça, mais plutôt sur comment est-ce que le décodage les aborde et comment moi j'ai envie de les aborder quand je suis en thérapie avec quelqu'un. Alors, déjà avant qu'on passe à la suite, est-ce que vous avez des questions, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de décodage biologique sur la manière dont ça fonctionne? Vous pouvez les poser à voix haute ou dans le chat, si vous le souhaitez, si vous préférez. Ah, OK. Alors, j'enchaîne sur les problèmes gynécologiques. Donc si les problèmes gynécologiques existent, eh bien, on l'a vu, hein, c'est parce que, ils seraient tous, notre bouée de sauvetage à un stress qu'on n'a pas pu, identifier, autrefois, que nous avons refoulé et c'est un stress, très spécifique, que, qui va être solutionné très spécifiquement par tel ou tel tissu de notre appareil digestif. Donc, notre utérus, le muscle de notre utérus va solutionner quelque chose, l'endomètre va solutionner autre chose, le col de l'utérus va encore solutionner autre chose, nos trompes vont solutionner autre chose, nos ovaires vont solutionner autre chose, nos grandes lèvres, nos petites lèvres, la muqueuse de notre vagin, les seins qui font partie du système gynéco vont chacun avoir, être une adaptation possible à quelque chose. Par exemple, j'ai déjà parlé du sein il y a quelques minutes. Le sein, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la glande mammaire, c'est la partie de notre corps qui nous permet d'assurer la protection et la survie de notre prolongement, c'est-à-dire l'autre, des gens qu'on aime. Alors ça peut être nos enfants, par exemple, si on en a, mais ça peut être nos enfants symboliques, qu'on ait des enfants ou pas, hein. Donc qu'est-ce qu'un enfant symbolique? Ça peut être, mon entreprise qui est comme mon bébé, mon chien qui est, comme mon tout petit, que j'élève depuis qu'il est, chiot. Ça peut être, ma mère que je materne depuis qu'elle est vieille ou bien mon père. Ça peut être, mon mari, qui est, le troisième enfant de la maison. Ça peut être, mon petit frère handicapé que j'ai l'habitude de materner depuis toujours. Ça peut être ma collègue qui est toujours plus fragile que moi et je la materne. Donc toute personne que l'on materne, qu'on a envie de protéger, de réchauffer, de nourrir, heu, pas forcément réellement, hein, heureusement on ne donne pas le sein réellement à toutes ces personnes-là, mais symboliquement je donne le sein ou je prends contre mon sein les personnes que je protège. Voilà à quoi sert le sein et donc hem, ce sein eh bien, il va venir solutionner un stress, un ressenti qui va concerner l'autre. L'autre est en danger. La personne que j'aime, la personne que je protège est en danger. En danger, de mort, ou un danger vital quand même, ou bien un danger, d'être, mal, hem, à minima, hein. L'autre est dans un mal-être et je veux le réchauffer, le nourrir, le protéger, lui éviter toute souffrance. Et c'est là que la glande mammaire va être utile. C'est-à-dire que si je n'ai pas de solution pour protéger l'autre, ni interne, ni externe, eh bien, mon sein va se mettre à faire des cellules supplémentaires, comme si, grâce à ça, j'allais pouvoir encore plus protéger l'autre. Alors, on est d'accord que, hem, si on regarde ça, rationnellement, c'est complètement absurde. C'est pas parce que je fais plus de cellules de sein que je vais mieux arriver à protéger mon chien qui est en train de mourir, n'est-ce pas? Mais pour ma biologie, ça ne fait aucune différence. C'est-à-dire que c'est le seul moyen qu'il a trouvé, temporaire, pour, pouvoir mieux protéger. Si je fais plus de sein, j'aurai plus de fonctions.
Si j'ai plus de fonctions, je serais, tout à coup une super héroïne de sein en train de protéger l'autre. Donc c'est comme si j'avais plus de compétences. Et notre biologie, elle ne réfléchit pas rationnellement, elle réfléchit enfin elle réfléchit pas, elle sent émotionnellement. Donc émotionnellement, je dois protéger l'autre, donc émotionnellement, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire, alors je vais faire des cellules de sein supplémentaires. Ça donne des kystes, ça donne des nodules, ça donne des tumeurs, cancéreuses. Entre autres pathologies possibles du sein, puisqu'il y a différents tissus dans le sein. Prenons maintenant l'utérus, le muscle utérin. À quoi il sert ce muscle? Eh bien, il sert à pouvoir porter l'enfant dans la biologie, n'est-ce pas? Donc, c'est un muscle extrêmement puissant. Pour commencer, il le porte pendant 9 mois, il mène à terme, l'enfant et à la fin, il finit par l'expulser. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir porter jusqu'au bout, jusqu'à terme, jusqu'à faire naître l'enfant. Donc, le muscle, comme tout muscle, c'est quelque chose qui va nous parler de puissance, de capacité. Je peux faire, des gestes grâce à mes muscles. J'ai une puissance d'action grâce à mes muscles. Mon muscle utérin, c'est le muscle qui va me permettre de porter l'enfant, donc je vais être puissante à porter l'enfant. Je vais être capable de porter l'enfant. Si je développe un fibrome dans le muscle utérin, c'est-à-dire encore une fois des cellules supplémentaires de muscles, c'est que j'essaye de faire plus de muscles. Vous me voyez venir? Si j'essaye de faire plus de muscles, c'est que j'ai besoin d'être encore plus performante, encore plus capable. Si j'ai besoin d'être encore plus performante et encore plus capable, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis sentie impuissante, incapable à pouvoir porter l'enfant réel, le bébé, par exemple, je fais des fausses couches et des avortements et je me sens impuissante à mener une grossesse à terme et je finis par avoir un fibrome. Ou bien symbolique, j'ai un projet de maison que je porte à moi toute seule pour mon foyer, pour mon nid et symboliquement, je me sens impuissante à porter ce bébé, ce foyer, cette maison, ce projet, toute seule jusqu'au bout. Donc, on va être dans cette sensation d'impuissance à porter le bébé réel ou symbolique jusqu'au bout, à le mener à terme. Donc la solution, biologique toujours, ma bouée de sauvetage, c'est de faire un fibrome, c'est de rajouter quelque chose dans mon muscle utérin, dans l'illusion biologique que grâce à ça, je vais être plus performante. Je dis bien l'illusion biologique, puisque dans ma vraie vie, dans ma réalité, c'est pas parce que j'ai un fibrome que je vais mieux arriver à mener mon projet de maison jusqu'au bout. Voire même, au contraire, ça va me gêner encore plus. Mais pour ma biologie, c'est une bonne solution. Autre exemple, les ovaires. À quoi ça sert les ovaires? Ils ont une double fonction et leur fonction primaire, première, eh bien, c'est de faire maturer des ovocytes et de libérer des ovocytes. Donc vous savez peut-être que quand on est, heu, tout bébé, fille, eh bien, on arrive avec un stock d'ovocytes immatures dans nos ovaires et à la puberté, nos ovaires se chargent de faire maturer un ovocyte à la fois, parfois 2 ou plus, mais rarement quand même, donc un ovocyte à la fois, pour, provoquer une ovulation et une éventuelle fécondation. Donc, l'ovaire, avec son stock d'ovocytes, il cherche, sa fonction, eh bien, c'est d'assurer la pérennité de notre descendance, d'assurer la survie de l'espèce, tout simplement. Alors, pour quelle bonne raison est-ce que je ferais un cancer des ovaires? Pour quelle bonne raison est-ce que je ferais une tumeur, des cellules supplémentaires au niveau de la zone germinative, on appelle ça, c'est-à-dire cette zone qui me permet de faire maturer mes ovocytes. Eh bien, parce que mon espèce, ma famille, ma lignée est en danger de disparition en quelque sorte. Et pourquoi elle est en danger de disparition? Eh bien, parce que j'ai perdu effectivement quelqu'un. J'ai perdu mon enfant, réel, encore une fois, ou symbolique, ou bien j'ai perdu mon prolongement.
Je recevais par exemple une fois une femme avec un cancer des ovaires et l'origine de son cancer était le moment où elle avait perdu l'amour de sa vie, qui était une femme dans les années 50 et donc une période où on ne disait rien des amours homosexuels et donc elle vivait un amour fou avec cette femme et cette femme est morte et elle me dit: «Je n'ai jamais rien dit à personne, je n'ai jamais pu exprimer ma douleur, la douleur de ma perte et surtout j'ai perdu mon prolongement». Cette femme, c'était avec elle que je voulais poursuivre ma vie, c'était mon avenir. Peu importe si j'aurais peut-être pas eu des enfants avec elle, on était dans les années 50, j'aurais pas eu d'enfants avec elle, mais à elle toute seule, elle était mon avenir, mon prolongement, mon futur. Donc mon enfant symbolique en quelque sorte, ou en tout cas la suite de ma lignée. Et voilà cette femme qui fait une tumeur des ovaires, OK? Dans les ovaires, il va y avoir une deuxième fonction possible, c'est la fonction de production d'hormones. Les hormones, oestrogènes, progestérone, testostérone, à minima, vont avoir une fonction comme ça de, déjà dans notre cycle, elles vont nous aider à faire véhiculer l'ovule jusque dans l'utérus, le dégager s'il n'est pas fécondé, faire construire un placenta s'il y a fécondation, donc nos hormones, elles jouent un rôle là-dedans. Et puis elles jouent un rôle aussi tout simplement dans, l'apparence, et le développement de notre sensibilité féminine. C'est grâce à nos hormones qu'on va être, plus ou moins féminine et en tout cas dans notre séduction naturelle. C'est grâce à notre hormone, nos hormones, qu'on va attirer l'autre. On va être désirable, attirante pour l'autre, quel que soit l'autre. Donc, nos ovaires, dans cette troisième fonction, eh bien, ils vont chercher à solutionner quelque chose qui serait en lien avec la séduction, être désirable. Alors là, on va pas faire plus ou moins de cellules, on va faire plus ou moins d'hormones. On va être en hypo quelque chose, donc on va enlever, par exemple, de l'œstrogène, on va enlever de la progestérone, on va, augmenter, nos hormones masculines, augmenter la testostérone, augmenter, l'androgène, je dis des bêtises, c'est pas androgène le mot, c'est, comment elle s'appelle cette hormone? Bref, l'autre hormone masculine que l'on a, Os donc le Oestrogène, progestérone, je sais pas, non? Testostérone? testostérone, non, il y a une autre andro j'ai oublié le nom, laissez tomber, c'est pas grave. En tout cas, on a une autre, hormone masculinisante. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il y a une baisse d'hormones féminines, une augmentation d'hormones masculines, eh bien, on va être dans une féminité, mais vécue, c'est-à-dire, vraiment physique. On va, tout à coup, avoir la voix plus grave, de la pilosité qui pousse, on va être, musculairement plus développé, on va gommer nos formes féminines. Ou bien à l'inverse, donc avant que je vous parle de l'inverse, en quoi ça peut être une solution? Eh bien, c'est comme si on devenait un homme, on se masculinise physiquement. Donc ça peut être une solution parce que, à un moment donné, ça a été stressant, vraiment, terrifiant, dangereux ou je ne sais pas quel stress, que d'être une femme dans mon corps de femme. Soit parce que être femme dans mon corps de femme, eh bien, c'est être, agressée ou violée, ou bien, c'est, être, dévalorisée dans ma famille et dans ma culture parce que les femmes ne valent rien. Ou bien, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'être une femme, c'est faire concurrence à ma mère, par exemple, qui, m'a fait comprendre quand, je suis devenue adolescente que j'étais sa concurrente et donc la solution, eh bien, c'est de faire baisser mes hormones féminines. À l'inverse, ma biologie peut décider, comme solution d'adaptation, augmenter mon oestrogène, augmenter, ma progestérone. Alors je vais devenir hyper sensible, hyper émotive, peut-être même hyper séductrice ou hyper féminine, mais dans le sens, hypersensible du terme. Et puis, en quoi c'est une solution? Eh bien, c'est une solution pour valoriser ma féminité, parce qu'autrefois, il y a eu un stress,
sur le fait de ne pas avoir assez de valeur en tant que femme et donc j'essaye d'en faire plus. Par exemple, je vous donne un exemple concret, une, jeune femme qui était dans l'hyperséduction, danseuse de cabaret, toujours très belle, très bien maquillée, toujours très souriante, qui aimait plaire, beaucoup à tout le monde, pas seulement sexuellement, hein, mais elle aimait être aimée, elle aimait, plaire en tant que femme, heu, très, visuellement, très, mise en valeur par elle-même, par un tout un tas d'artifices. Et donc, il y avait un excès, de d'hormones chez cette jeune femme qui lui procurait des douleurs de règles et des choses comme ça. Et donc je découvre que cette jeune femme, elle n'a pas été désirée, pour elle-même déjà et elle était désirée garçon par sa mère. L'histoire était la suivante: sa mère avait déjà une petite fille avec son père et le couple bat de l'aile. Le couple bat de l'aile et le père a envie de s'en aller. Or le père, a toujours désiré avoir un garçon. Il a eu une fille, il est déçu et en plus avec sa femme ça ne va pas, il veut s'en aller. La mère se dit: «Si je tombe enceinte et que par bonheur je fais un garçon, eh bien mon mari va rester. Il va rester avec moi, je vais le retenir». Alors sans le prévenir, elle se débrouille pour qu'elle le séduit, pour qu'il fasse l'amour, heu, 1 ou 2 fois, pour la dernière fois avant qu'il s'en aille et hop, elle tombe enceinte et elle lui dit: «Mais reste, tu verras, ce sera un garçon». Pas de bol, c'est une fille. C'est une fille qui vient au monde, cette fameuse jeune femme et donc tout le stress se situe là. Au moment de la conception, de la naissance, je ne suis pas le bon genre, je ne suis pas le bon sexe. J'aurais dû, être un garçon, donc je ne peux pas être aimée en tant que fille et dans son adaptation à elle, dans sa biologie à elle, la solution, c'est de survaloriser le féminin. Je vais devenir hyper séductrice, hyper séduisante et ainsi je vais pouvoir retenir les hommes auprès de moi. Les hommes étant papa, à l'origine. Papa va rester ah oui, parce que papa s'en est allé, après qu'il a eu une deuxième fille. Donc papa va rester, donc à la fois elle porte la séduction de sa mère, je vais garder mon mari, en le séduisant, en faisant un enfant et puis sa propre séduction, papa va rester avec moi. Alors, elle est danseuse de cabaret, elle séduit tout ce qui bouge, les hommes bien sûr, qu'elle peut, mettre à ses pieds comme ça et évidemment elle a une relation très, séductrice avec son père, qu'elle adore et qu'elle séduit beaucoup, en mode, oedipien, hein, très, très, très fort. Voilà pour l'hyper, œstrogène, par exemple. Et donc, je pourrais vous décrire comme ça, toutes sortes de maladies qui touchent le système gynéco, mais peut-être, vous garderez ça pour vos questions. Pourquoi je vous en dis pas plus, là-dessus? Eh bien parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui arrive en amont. Donc vous avez compris que, derrière chaque maladie, eh bien, il y a un ressenti très spécifique, un stress très spécifique et la maladie cherche à solutionner, comme une bouée de sauvetage, ce stress. Alors, le job du thérapeute, eh bien, c'est, de lire le symptôme. Heu, vous venez avec un problème d'ovaires, de tumeurs sur les cellules germinatives ou bien, d'œstrogènes, d'hormones, eh bien, je vais lire, le symptôme, vous allez m'en parler bien sûr avec votre diagnostic médical à l'appui et donc moi je vais pouvoir savoir que je cherche, un conflit de perte, ce que j'appelle un conflit, c'est-à-dire un moment où vous avez perdu votre descendance ou bien je vais chercher un problème avec votre féminité ou la masculinité et qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème là-dedans? Si vous venez avec un problème de sein, je vais lire le symptôme et je vais chercher à quel moment vous avez cherché à protéger, nourrir l'autre, sans solution toujours, hein. La clé, c'est sans solution. Et donc, je cherche comme ça et puis mon job, c'est, de vous aider à retrouver la toute première fois où vous êtes tombé à l'eau et vous avez eu besoin de mettre en place cette bouée. Donc la toute première fois, comme dans les exemples que je vous ai donnés, elle peut remonter, à la conception, à la naissance, à la toute petite enfance et puis, ensuite, une fois que j'ai mené mon travail d'enquêtrice, avec votre aide bien sûr, avec vos émotions, avec vos histoires, avec, ce que vous me racontez, eh bien, je retrouve cette première fois et là, je n'ai plus qu'à faire,
mettre en place des outils thérapeutiques, de toutes sortes, hein, hypnose, PNL, voilà différentes choses pour vous aider à, retraverser ce moment-là, trouver des nouvelles ressources internes, externes, qui ne soient pas une bouée de sauvetage éternelle. Et donc, je fais le travail thérapeutique et puis, de cette manière-là, eh bien, normalement, votre biologie se transforme, votre psychologie se transforme, vos émotions se transforment et la maladie régresse et n'a plus lieu d'être. Ça, c'est quand tout va bien, quand tout est simple. Mais ce que j'ai remarqué, eh bien, c'était que, en recevant, hein, toutes les femmes que j'ai reçues et j'ai eu le plaisir d'en recevoir beaucoup, eh bien, c'est qu'il y avait chez toutes ces femmes une structure commune. Qu'est-ce que c'est qu'une structure? Eh bien, ce sont des fondations sur lesquelles la personne s'est construite, comme les fondations d'une maison. Une maison sans fondation s'écroule. Donc, dès qu'une personne se construit, comme n'importe quelle maison, eh bien, elle a des fondations. Qu'est-ce que c'est que nos fondations? Eh bien, heu, ce sont, c'est toutes les adaptations que l'on met en place quand on est, dans le ventre de notre mère, quand on vient au monde et qu'on vit, nos premières fois, donc les premières années de notre vie. On va s'adapter à l'environnement, à la famille, dans laquelle on se trouve. Et quand je dis s'adapter, c'est-à-dire qu'on va, enregistrer comme information, réelle, évidente, normale, tout ce qui nous entoure. Par exemple, si vous grandissez dans le désert du Sahara et que vous vivez, avec un peuple de Touaregs nomades, eh bien, c'est normal pour vous que d'avoir froid la nuit, que d'avoir chaud le jour, que d'être en contact avec le sable. Votre biologie va s'adapter à cette sécheresse, du Sahara et vous allez avoir, hem, le corps et la psychologie qui est adaptée à ça. Si on vous déracine d'un jour à l'autre sans crier gare et qu'on vous emmène sur la banquise, au milieu des Inuits, je prends exprès de cas extrêmes, bien que vous soyez quand même dans un peuple nomade, enfin un point commun, tout le reste n'a rien de commun. Votre corps n'est pas adapté au froid, votre biologie n'est pas adaptée à cette autre extrémité de conditions, à la glace, à la neige et donc voilà que vous allez, être en stress puisque vous n'êtes pas adapté à cette normalité, OK? Vous, vous vous êtes construit sur le chaud, vous êtes adapté au chaud. En termes émotionnels, eh bien, on a des structures comme ça, qui nous viennent de notre petite enfance, de notre vie intra-utérine, qui sont extrêmement positives ou neutres, hein, comme être adapté au chaud ou au froid, et puis d'autres qui sont limitantes, comme par exemple d'être né, dans une famille, extrêmement pauvre et miséreuse et puis, d'être structuré comme ça depuis tout petit sur le manque, la peur de manquer. Parce que mes parents ont manqué, parce que je suis née dans le manque et dans la pauvreté, alors, le manque, c'est une de mes références. Le besoin vital de trouver de la nourriture et un toit sur ma tête, c'est une de mes références. Si vous êtes né pendant la guerre, alors ce sera la guerre votre référence. Ce sera se protéger des bombes, se protéger, des agressions, vivre caché pour ne pas risquer, de, sa vie, tout simplement. Si au contraire, vous êtes né, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre exemple? Dans une famille, extrêmement riche, eh bien votre référence, ce sera l'abondance, la richesse, c'est plutôt une bonne référence et le travail sera source de stress puisque ça fait pas partie justement de votre structure. Vous, vous êtes, rentier, rentière depuis toujours et si on vous demande, d'étudier, de travailler, eh bien, c'est compliqué, ça ne va pas avec votre structure. Vous voyez? Donc j'ai remarqué qu'il y avait, chez toutes ces femmes qui souffrent de pathologies gynéco, eh bien, une structure commune que j'aurais du mal à définir en une seule, phrase, mais mais en plusieurs croyances. C'est-à-dire que toutes, elles ont, une vision, hem, fausse, erronée, limitante, hem, heu, contraignante du statut, de femme et pas seulement du statut de femme,
mais du statut de femme en tant que mère, du statut de femme avec sa vie sexuelle, donc en tant qu'amante, du statut de femme dans la famille, du statut de femme dans la société. Donc c'est comme s'il y avait comme ça un pré-conflit, une structure commune où toutes ces femmes qui souffrent, dans leur intimité, dans leurs tripes là, gynéco ou dans leur sein, eh bien, elles sont comme sous pression dans leur statut féminin. Alors, hem, comment est-ce que je les repère ces structures? Eh bien, tout simplement en repérant les croyances que ces femmes ont depuis toujours, les croyances qu'elles ont, reçues depuis l'enfance, dans leurs expériences, toutes petites, depuis, donc peut-être des expériences, malheureuses, hein, être agressée, toute petite, être, jugée toute petite en tant que femme, ou bien, ça leur est transmis par leur mère, leur grand-mère sur plusieurs générations. Donc il y a toute une éducation, une transmission, transgénérationnelle de la condition de la femme, ou bien ça peut être tout simplement sociétal. J'ai eu la chance de travailler avec différentes cultures, donc des cultures occidentales très européennes, des cultures, sud-américaines, des cultures orientales, et je me suis rendu compte que, selon la culture, eh bien, ces conditionnements de la femme pouvaient être, très ancrés, très douloureux, très limitants, très contraignants, et donc et parfois mettre la femme dans des doubles contraintes comme ça, où elle doit remplir, toutes sortes de devoirs en tant que mère, en tant que femme dans la société, en tant que femme dans la famille, et parfois même avec des ordres, des injonctions comme ça qui sont contraires, qui la mettent dans des espèces d'absurdités comme ça. Alors, je vais vous mettre, vous partager quelques images parce que je trouve ça, amusant. Donc, je me suis amusée à faire une petite, liste non exhaustive des croyances que j'ai entendues, et c'est vraiment très, très peu de tout ce que j'ai pu entendre au cours de mes consultations sur ce qu'est être une femme. Donc j'ai entendu que la femme, être une femme, eh bien, c'est être douce, c'est être réceptive, c'est être fragile, c'est être faible, c'est être fort, c'est être, soumise, c'est être plus sensible, bien sûr, versus l'homme, hein. Donc l'homme serait moins sensible, plus fort, moins réceptif, et cetera. J'ai entendu qu'être une femme, c'est forcément être tournée vers les autres. C'est, être tendre, c'est être à l'écoute, c'est être gentille. Ou bien j'ai entendu qu'être une femme, c'est forcément être méchante. C'est être une séductrice, une pute, une pécheresse, c'est être dangereusement désirable. C'est-à-dire que si je suis désirable, je suis en danger, ou l'autre même est en danger. Être une femme, j'ai entendu que c'était sans défense, que c'était forcément fidèle ou alors forcément infidèle. J'ai entendu qu'être une femme, je l'ai entendu beaucoup, eh bien c'est fait pour avoir des enfants. C'est sa fonction première. Et j'ai entendu qu'une femme s'est périmée après la ménopause. Et j'ai entendu toutes sortes de choses comme ça sur ce qu'est être une femme. Sur les devoirs de la femme, j'ai entendu qu'une femme doit satisfaire son mari sexuellement, amoureusement. J'ai entendu qu'une femme doit faire le din de sa famille, obéir à son père ou à sa mère. Bien entendu, j'ai entendu que être une femme, eh bien, c'est forcément être belle, être mince, être douce, ne pas être vulgaire, parler correctement, être élégante, être séduisante, ne pas dire de gros mots, et cetera. Forcément, la femme doit être compréhensive et empathique, c'est ce qu'on attend d'elle. Elle doit bien sûr être présente à la maison, être le cœur du foyer, avoir des enfants, ne pas être célibataire trop longtemps, voire pas du tout, être indépendante, mais pas trop, gagner sa vie, mais pas trop, travailler, mais pas trop, et j'en passe et des meilleurs. Autre, injonction comme ça, autre croyance, étrange que j'ai entendue, une femme très indépendante, c'est un homme. Elle est forcément masculine. Une femme forte, par exemple, c'est un homme. Une femme athlète, c'est un homme. Une femme libertine qui aime le sexe, eh bien, c'est une pute. Une femme belle, elle est forcément conne. Une femme drôle, elle est forcément laide. Une femme intelligente est trop masculine,
ou alors elle est trop impressionnante pour attirer les hommes, pour être désirable et d'autres choses. Alors, à vos chats, à vos discussions, je vous invite à mettre dans le chat qu'est-ce que vous avez comme croyance sur la femme là qui vous vient, qui vous viennent, que vous soyez homme ou femme, hein, dans cette conférence. Qu'est-ce qui vous vient, qui ne que je n'aurais pas cité là? Si vous fermez les yeux un instant pour vous connecter à vous en tant que femme ou, si vous êtes un homme, aux femmes qui vous entourent, aux femmes qui vous ont précédé. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être une femme aujourd'hui? La femme est l'équilibre de l'homme. Oui, en voilà une belle croyance qui peut être, limitante. Mmh. Quoi d'autre? J'en ai cité beaucoup. Il y a pas d'autre inspiration. Une femme doit tout porter et tout supporter. C'est vrai. Une femme doit tout supporter, tout porter. J'ai même entendu une femme, ça peut souffrir en silence, ça doit souffrir en silence. Passé un certain âge, elle est bonne pour la poubelle. Oui, c'est ça. Elle est hystérique, mais tout à fait, dès qu'elle s'énerve. On sait bien qu'elle est hystérique. Une femme ne doit compter que sur elle-même, oui. Se sacrifier pour sa famille et pour les autres, oui. Par exemple, j'y viens. Vulnérable, moins de force physique pour se défendre en cas d'agression. Oui, c'est sûr, elle a besoin d'un protecteur, la femme. Elle n'est plus belle une fois qu'elle est âgée, la femme ne sera jamais égale à l'homme, etc., etc. Elle est hystérique, c'est à cause de son utérus, elle est nymphomane, la femme est une guerrière, une lionne, la femme est la matriarche, elle gère et dirige la famille. Alors justement, ça, ce n'était que les croyances liées aux femmes. Mais en plus de ça, on a des croyances limitantes sur la mère. Intéressant. Donc, en plus d'être une femme, eh bien, je dois être une mère parce qu'on m'a dit que la femme, c'était, le rôle de la femme, c'était d'être mère. Alors, bien sûr, hein, je dis pas que c'est une généralité pour tout le monde, mais, parfois, on entend ça, être une femme, c'est forcément être une mère. Donc on entend ce genre d'absurdité. Le rêve de toute femme, être mère, c'est le rêve de toute femme, c'est sa réalisation. C'est par là qu'une femme se réalise, sinon elle peut pas se réaliser. Elle doit se sacrifier pour ses enfants, elle doit mourir, devenir mère, c'est mourir en tant que femme. C'est ne plus avoir de vie personnelle, c'est ne plus avoir de désir et de sexualité une fois qu'on a accouché et c'est bien normal, hein, c'est parce qu'on est tourné vers son bébé, n'est-ce pas? C'est perdre sa liberté et toutes sortes de choses. Et bien sûr, être mère, c'est être une bonne mère. Et pour être une bonne mère, eh bien, il faut être toujours présente, bienveillante, compréhensive, patiente, chaleureuse, dévouée et autres qualités comme ça. C'est anticiper les besoins de son enfant, le protéger toujours, c'est lui éviter toute souffrance. C'est travailler moins pour être plus présente. C'est offrir à son enfant le meilleur, c'est faire passer les besoins de ses enfants avant les siens. Voilà quelques croyances sur la mère. J'en oublie. Vous aimeriez m'en partager d'autres? Donc la mère, la femme est la matriarche, elle gère et dirige le clan. Vous en auriez d'autres sur la mère? Qu'est-ce que c'est qu'être une mère? Que doit faire une mère? Que doit être une mère? Alors, ah ouais. Une femme sait gérer plusieurs choses en même temps. Elle ne doit pas trop montrer sa force pour ne pas diminuer l'homme. La mère rassemble la famille. Elle ne doit pas divorcer car elle a des enfants. C'est vrai. En cas de conflit avec le conjoint, c'est à elle de se taire. La femme, c'est l'aspect maternel, c'est la douceur du coup. La maternité est innée, évidemment. Elle ne doit pas divorcer car elle a des enfants, c'est redit. Elle doit s'oublier, elle doit aimer impérativement.
Une mère qui n'aime pas, bouh, c'est une mauvaise. Une mère, une confidente, un pilier, elle doit allaiter. Très intéressant, si elle ose donner le biberon, c'est terrible. C'est le cocon, l'île où l'enfant peut toujours revenir. C'est nourrir, protéger, être à l'écoute. Une mère doit être exemplaire, montrer l'exemple. Quoi d'autre? Une mère, c'est oublier la femme et le désir. Elle doit avoir des enfants pour réussir sa vie, et cetera, et cetera. Vous m'avez bien comprise. Alors, ça c'était la femme, ça c'était la mère, et puis il y en a encore d'autres, des croyances. Il y a des croyances limitantes sur la sexualité. Alors là, c'est très gratiné aussi. Donc la sexualité, j'ai entendu, hein, toutes sortes de choses. Donc c'est le devoir, conjugal. Attention, il y a quelqu'un qui a le actif Ouais, merci. et qui parle. Nathalie Klein? Nathalie Klein, je crois que tu as le son, actif. Merci. Alors la sexualité, c'est le devoir, conjugal, donc c'est accomplir son devoir conjugal. La sexualité, c'est forcément être pénétré. La sexualité, c'est sale, c'est impur, c'est indigne. La sexualité, c'est seulement si on est marié. La sexualité, c'est seulement quand on est jeune. La sexualité, c'est seulement quand les enfants ne sont pas là. La sexualité, c'est douloureux, la sexualité, c'est honteux, et cetera. Ah, d'autres choses. Le plaisir féminin, c'est difficile, c'est laborieux, les femmes ont du mal à jouir. Les femmes n'ont pas les mêmes besoins sexuels que les hommes, c'est bien connu, les hommes ont des besoins, les femmes non, paraît-il. Une femme met forcément du temps à atteindre l'orgasme. Le plaisir sexuel, c'est dégradant. Sexualité et spiritualité ne peuvent pas coexister. Aimer faire l'amour, c'est anormal. Une sexualité normale, c'est forcément une sexualité hétéro. On ne peut pas faire l'amour pendant ses règles et autre chose. À vos croyances, qu'est-ce que vous rajoutez? Alors, la mère ne doit pas être trop fusionnelle, elle ne fait que porter l'enfant qui doit partir ensuite. OK. Et sur la sexualité, qu'est-ce que vous avez à me suggérer? Une mère est parfois mère de son mari, en plus d'être mère de ses enfants. En parlant de mère, je dois coucher mes enfants car mon mari a oublié la conférence de 19h30. Elle n'est toujours pas rentrée. Merci beaucoup et très bonne soirée à Déborah. Alors, la sexualité, c'est pour avoir des enfants, forcément. Donc, ça sous-entend que la sexualité en dehors de la procréation, qu'est-ce que c'est? C'est mal, c'est sale, c'est sale. OK. Autre chose? La sexualité, le plaisir, hein, bien entendu. Le désir aussi. L'homme a le devoir de faire jouir sa femme. Voilà une croyance, qui limite l'homme aussi, hein. Un homme qui a une maîtresse est plus acceptable qu'une femme ayant un amant, c'est vrai. La femme doit être à la disposition de l'homme et de ses désirs. OK. Une épouse doit être disponible, oui. Elle ne doit pas montrer son plaisir. Si la femme est entrepreneuse, c'est une salope. La femme court des risques dans l'acte sexuel car elle peut tomber enceinte s'il y a un défaut de contraception. Donc ça, c'est une réalité scientifique. La sexualité ne doit pas être exprimée, elle doit être cachée, OK, donc le désir aussi, j'imagine. C'est elle qui doit être sous contraceptif, puisque c'est sa responsabilité. Sous-entendu, c'est sa responsabilité, c'est elle qui porte l'enfant. Ou au contraire, elle doit simuler son plaisir, ou son non-plaisir. Si elle a pas de plaisir, elle doit simuler pour montrer à l'autre qu'il a du plaisir, pour le satisfaire. Une femme qui a connu plusieurs hommes, c'est mal vu et inversement. OK, très bien. Et donc, avec toutes ces croyances sur la femme qui assume sa sexualité et qui peut avoir plusieurs amants est une salope, à contrario de l'homme qui est un don Juan. Donc, très bonne conclusion, c'est-à-dire que toutes ces sexualités sur les femmes s'accompagnent bien évidemment, toutes ces sexualités, toutes ces croyances sur les femmes limitantes, et leur sexualité, leur rôle de mère, et j'en passe, hein, j'aurais pu mettre la femme dans la famille, la femme dans la société, la femme qui travaille, j'aurais pu faire encore des slides là-dessus. Eh bien, elle a également des croyances limitantes sur les hommes, hein. Donc, si une femme, pense que la sexualité, c'est sale, alors, elle va penser que peut-être les hommes sont sales s'ils leur demandent, de faire, l'amour. Donc, si une femme pense qu'elle est plus faible, elle va fatalement penser que l'homme est plus fort. Si,
heu, la femme doit tout assumer, elle va, participer au fait que son homme ou le père, n'assume pas. Elle va se faire complice de ça malgré elle, et cetera, et cetera. Donc, tout ça pour en revenir à quoi? Eh bien, à la suite, de mon petit constat, eh bien, je me suis amusée à, hem, faire un petit schéma de ce que j'avais observé, de ce que j'ai remarqué. Donc, on a des croyances sur le statut de la femme, des croyances sur le statut de la mère, des croyances sur la sexualité. On a d'autres croyances, comme je vous le disais, sur la famille, sur la grossesse, sur les règles, sur le cycle, sur le travail, qui vont donner toutes sortes de choses. Donc, quand j'ai travaillé avec des personnes qui avaient, par exemple, des ovaires polykystiques, et bien, ou des problématiques, d'hormones, je retrouvais là-dessous des croyances, qui concernaient la femme. Les ovaires polykystiques, on est sur cet aspect, hormonal, de séduction, donc je me dévalorise en tant que femme. Donc je me dévalorise en tant que femme parce que je crois que la femme, c'est ceci, c'est cela. On m'a appris que c'était comme ça. Dans ma famille, on dévalorise les femmes ou je n'ai pas de place en tant que femme, et cetera. J'ai découvert que le papillomavirus, qui pose sur le col de l'utérus ou le cancer du col de l'utérus était en lien avec ça également. Le cancer, les pathologies du col de l'utérus sont des pathologies qui concernent, le ressenti de ne pas se sentir choisi, de ne pas se sentir aimé, choisi dans le couple, sexuellement ou même aimé, hein, tout simplement se sentir mal aimé. Et donc, encore une fois, là, c'est parce qu'on a des croyances sur la femme, sur notre statut de femme, qu'on a déjà cité, hein, qu'on peut se retrouver à, se sentir non choisi, puisqu'on s'impose certaines choses comme ça, en tant que femme, on se juge, on s'interdit, des choses et donc on va attendre que l'autre nous choisisse. Des pathologies, de douleur de règles sont très souvent en lien avec des croyances sur la femme. Donc, en tant que femme, j'ai moins de valeur, je suis moins désirable. Si j'avais été un garçon, ça aurait été plus facile, puisque être femme, c'est forcément souffrir, c'est être douloureux. D'ailleurs, ma mère m'a giflée quand j'ai eu mes premières règles. C'est bien la preuve que être une femme, c'est être douloureux, c'est dangereux d'être une femme, et cetera, et cetera. Ce qui va entraîner, à chaque fois que j'ai la preuve que je suis une femme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai mes règles, eh bien, des douleurs. Comme si être en contact avec, ma condition féminine, mon cycle naturel, eh bien, c'était me rappeler à chaque fois à quel point c'est douloureux, souffrant que d'être une femme. Le cancer de l'utérus, c'est exactement le cancer de l'endomètre, ça ne touche pas le muscle et donc l'endomètre, c'est la terre d'accueil, c'est la muqueuse de l'utérus et la terre d'accueil de l'utérus, hem, c'est, c'est vraiment le, mmh, la norme, hem, nécessaire à ce que l'embryon puisse s'implanter. Donc dans l'endomètre, on va, retrouver une notion de norme. Quelque chose n'est pas normal. Quelque chose n'est pas normal dans mon foyer, quelque chose n'est pas normal, à l'intérieur de moi, chose n'est pas normal chez moi. Ça peut être, moi en tant que femme, je ne suis pas normale. J'aurais pu le mettre ailleurs, le cancer de l'utérus aussi, hein. Donc je ne suis pas normale dans ma sexualité, par exemple. D'ailleurs, je l'ai mis, mon cancer de l'utérus. Alors, mon endomètre, va essayer de faire plus de normes, plus de cellules comme ça et donc je vais me retrouver à essayer de reconstruire, de surconstruire une norme qui me rassure. Hem Concernant les croyances sur la mère, eh bien, j'ai remarqué qu'elles sous-tendaient toutes les pathologies du sein, heu, en tout genre, donc les kystes, les nodules, les cancers du sein, les lymphangites, donc les inflammations des canaux lymphatiques, les cancers canalaires, c'est-à-dire les cancers au niveau des canaux éjecteurs du lait. Il y allait ça allait impacter bien entendu la lactation, je l'ai pas écrit là, mais le fait que j'ai plus ou moins de lait au moment de l'allaitement, que je sois en capacité d'allaiter ou pas. Hem
Les croyances sur la mère vont entraîner, des fibromes de l'utérus, c'est-à-dire, est-ce que je peux porter, comme je le disais, l'enfant jusqu'au bout? Est-ce que je peux porter ma famille jusqu'au bout, mes projets jusqu'au bout? Donc j'ai des croyances sur, la mère qui doit être, un pilier, qui doit être forte ou je ne sais pas quoi. L'endométriose, on est de nouveau dans notre terre d'accueil, notre endomètre, qui migre cette fois, qui migre en dehors de l'utérus. Comme si, être dans l'utérus, ce n'était plus la bonne solution. Donc l'endométriose, c'est la solution à: «Je voudrais bien accueillir un enfant, être mère, hem, mais je ne peux pas le faire, je ne veux pas le faire dans le foyer, que je connais, dans la norme du foyer. Je ne peux pas le faire, comme dans ma famille d'origine ou dans le foyer qui est le mien. Donc je cherche à faire migrer ma terre d'accueil en dehors de mon foyer, comme si je voulais accueillir l'enfant dans d'autres normes. J'ai reçu une jeune femme comme ça qui souffrait d'endométriose très douloureuse. Et en travaillant avec elle, dans l'endométriose, j'aime bien faire ce travail. Je fais dessiner l'utérus et l'endomètre sur une feuille de papier et forcément l'endomètre, qui sort, hein, de l'utérus. Et ensuite je fais dialoguer l'utérus et l'endomètre. Comme si donc la personne elle imagine, elle met sa main sur le dessin de l'utérus, puis elle imagine l'utérus qui raconte comme ça son histoire, comment il se sent et puis elle pose la main sur l'endomètre et elle raconte l'histoire de l'endomètre, pour quelles bonnes raisons il a fallu sortir de l'utérus et cetera. Et à partir de là, commence à venir l'histoire chez cette jeune femme qui me dit: «L'utérus, c'est mon foyer, c'est ma maison, c'est là que je vis avec mes parents». Donc cette jeune femme, je dis qu'elle est jeune, elle l'est, mais elle est déjà adulte. Elle a une trentaine d'années et elle vit avec ses parents comme, c'est courant, au Liban. Donc elle vit chez ses parents, comme elle n'est pas mariée et qu'elle est seule, eh bien, elle vit avec ses parents. Donc elle a déjà des croyances culturelles sur, une femme, qui ne peut pas qui est seule, donc des croyances qui lui sont culturelles et personnelles, hein, dans l'éducation qu'elle a reçue de sa famille. Donc je vis avec mes parents parce que mes parents ont besoin de moi. Je vis avec mes parents parce que, je suis célibataire et que c'est mal vu, dans ma culture d'être, une femme qui vit toute seule, célibataire. Il faut au moins qu'elle vive avec sa famille et cetera. Elle a d'autres croyances et puis, dans mon foyer, c'est la mort. Donc qu'est-ce qui est la mort? Eh bien, dans mon foyer, mes parents sont tristes. Il y a ma grand-mère aussi qui est triste parce qu'ils pleurent les enfants perdus, il y a eu beaucoup de morts, les frères, les sœurs pendant la guerre, il y a eu des enfants perdus, donc ils sont tournés vers la mort et moi, je ne peux vivre qu'en dehors de mon foyer. Si je veux me sentir vivante, exister, je ne peux vivre qu'en dehors de mon foyer. Si je voulais être mère, fonder une famille, ce serait en dehors de mon foyer. Or, je vis dans mon foyer, donc je n'ai pas de solution pour pouvoir devenir mère, sortir, heu, créer un foyer à moi, je suis obligée de sortir de mon foyer, de sortir de ma norme et donc elle faisait de l'endométriose. J'aurais pu mettre l'endométriose dans les croyances sur la famille également. La famille, c'est la mort, la famille, dans son cas à elle, hein. Les croyances sur la sexualité, elles vont sous-tendre, eh bien, tout ce qui touche, vraiment à l'intimité sexuelle, donc toutes les maladies de prurite, de mycose, du vagin et des lèvres. Donc, là, on va être dans des croyances à propos de la sexualité qui est sale, qui est subie, qui est, dangereuse parce que peut-être, elle a été agressive. On peut porter comme ça des mémoires de viol, d'agression, sexuelle. C'est le pareil avec les vaginites, les dyspareunies, ce sont les douleurs à la pénétration. Toutes ces croyances sur la sexualité peuvent donner des problématiques de trompe, d'infection des trompes, avec, des adhérences, au entre les trompes et le gros intestin, par exemple, ou bien des torsions comme ça, des trompes qui tout à coup, vont empêcher la fécondation, vont empêcher le oui, la fécondation qui se situe dans les trompes, des infections. Donc souvent dans les trompes, on va retrouver des vieilles mémoires de tromperie.
et justement des croyances sur, comment doit être faite la sexualité, qu'est-ce que c'est que tromper, être trompé, la fidélité, l'infidélité dans la famille, et cetera. Comme je le disais, on va retrouver des croyances sur la norme. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité normale ou anormale? Ce qui peut donner des pathologies de l'endomètre, hors endométriose, mais vraiment, voilà, de tumeurs, de polypes dans l'endomètre ou bien de cancer de l'utérus. Quand on parle de cancer de l'utérus, on parle de cancer de l'endomètre. Et puis, il y a toutes sortes d'autres croyances liées, comme je le disais, à la famille, à la grossesse. Donc, je ne suis pas reconnue dans ma famille, je n'ai pas ma place. Je ne peux pas organiser ma famille comme je le veux voilà, puisque je n'ai pas ma place, donc ça va donner toutes sortes d'autres pathologies qui ne touchent pas forcément le système gynéco, mais qui sont quand même pas loin, comme des pathologies anales, des hémorroïdes, des fissures et toutes sortes de choses, douloureuses et pas glam du tout, ou bien des cystites, des infections urinaires, donc qui sont quand même très près de la gynécologie et qui peuvent en plus venir impacter toute la gynéco. Et tout ça, parce que ce serait trop simple, eh bien, est bien verrouillé chez beaucoup de femmes par, un verrou, assez costaud qu'on appelle le jugement. C'est-à-dire que, toutes ces femmes qui ont été, éduquées, par des familles qui leur ont, bien malgré elles, hein, transmises toutes ces croyances. Toutes ces femmes qui ont évolué dans des sociétés qui, bien bien malgré elles volontairement ont transmis ces croyances, eh bien, elles ont été, jugées fatalement ou elles se sont senties jugées en tout cas, à un moment où peut-être leur nature de femme, libre avait eu envie de prendre le dessus. Donc, tôt ou tard, elles ont vécu le jugement sur leur statut de petite fille, de femme ou de mère ou, de femme sexuée, leur sexualité ou bien, sur leur corps. J'ai pas encore parlé de surpoids et de dévalorisation esthétique, sur toutes sortes de choses et en grandissant eh bien, elles n'ont même plus besoin des autres pour, se sentir jugées. J'ai remarqué que la plupart, eh bien, elles font ça toutes seules. C'est devenu, une mécanique bien huilée que de se juger en tant que femme, de se surveiller en tant que femme, pour, être en permanence sûre que je suis une bonne femme, une bonne mère, une bonne amante. Je suis dans la norme de la sexualité, ni trop peu et que je suis une bonne fille de mes parents, une bonne sœur de mes frères et sœurs et cetera et cetera. Donc il y a vraiment ça qui vient, couronner le tout, l'auto-jugement, l'autocensure qui fait que, eh bien, toutes ces croyances que j'ai reçues, elles sont solidement, ancrées et c'est une bonne, stratégie, hein, le jugement, pour me maintenir, eh bien, dans ma société, dans mon clan, pour que j'aie ma place et que je sois reconnue, hein. Je dois correspondre à ce qu'on attend de moi. Alors, sans m'étendre plus longtemps, pour conclure, avant que j'écoute vos questions, eh bien, en quoi consiste, mon job, mon travail, le travail du décodeur? Eh bien, pas seulement à retrouver l'événement d'origine qui a, mis la femme dans cette problématique, donc bien entendu, je vais aller voir, hein, qu'est-ce qui est à l'origine de cette tumeur du sein? Quel est le conflit qui est à l'origine de ce fibrome, de cette endométriose et cetera et en deuxième intention, je vais m'intéresser au jugement que porte la femme sur elle-même et à toutes les croyances qui ont pu sous-tendre ces pathologies. Et j'ai vraiment remarqué que, en travaillant comme ça très profondément sur la structure de ces personnes, eh bien, elles pouvaient définitivement comme ça sortir de troubles gynécologiques, parfois chroniques, répétitifs et vraiment laisser émerger, eh bien, une nouvelle version, féminine d'elle-même, une nouvelle individualité en fait, hein, libre d'être, de se vivre dans son corps, dans sa sexualité, dans son identité même, en se libérant le plus possible des injonctions. Donc ça, c'est le fruit, de mon travail sur ces pathologies, gynécologiques. Donc, pour celles et ceux qui m'écoutent et qui sont en train d'être formés, ou qui sont déjà thérapeutes, je vous encourage à vraiment, accompagner ces femmes dans leur structure,
hem, c'est dans l'air du temps. Il y a tout un mouvement comme ça, qui s'opère, pour libérer le féminin. Hem, Ce qui veut pas dire aller à l'encontre du masculin, hein. Au contraire, il s'agit de pouvoir rééquilibrer comme ça toutes ces croyances limitantes. Si elles sont limitantes pour les femmes, elles le sont forcément pour les hommes. Donc on va chercher à défaire comme ça tout ce qui a pu, hem, heu, enfermer la femme et sa vision de l'homme également, pour qu'elle puisse reconstruire quelque chose de nouveau. OK, je crois que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des questions à me poser, bien entendu, sur telle ou telle pathologie, sur, la manière dont je procède, eh bien, c'est avec grand plaisir. Si vous souhaitez apprendre comment faire ça, eh bien, il faut venir faire la formation en décodage biologique. Ça aussi, c'est avec grand plaisir. Et si vous ne souhaitez pas apprendre comment faire ça, mais vous libérer, vous, de vos propres, problèmes gynécos qui peut-être ont résonné ce soir, dans mes propos, eh bien, vous pouvez, contacter, un psychobiothérapeute, moi-même, mais il y en a d'autres dans la salle, il y en a d'autres référencés sur le site, de l'école sur lequel vous vous êtes inscrit. J'écoute vos questions, par chat ou à voix haute, comme vous voulez. Alors, est-ce que le biodécodage est considéré comme une thérapie brève? Tout à fait. Qu'est-ce qu'une thérapie brève? C'est une thérapie orientée solution. Attention, une thérapie brève, ça n'est pas une thérapie précipitée. Ça ne veut pas dire que tout à coup on va très, très vite et en une séance c'est forcément réglé, pas du tout. Mais c'est une thérapie qui, s'oriente vers la transformation. Donc oui, c'est une thérapie brève dans la mesure où on s'empare d'un symptôme et on va chercher à retourner à l'origine du symptôme pour que le symptôme change. Ça, c'est le plus bref qui soit. Et si on veut travailler, plus profondément avec la personne sur sa structure de manière à ce qu'elle ne refasse pas d'autres symptômes gynécos, eh bien, on peut, faire le travail que j'ai suggéré. OK. La trichotillomanie n'est pas proprement gynécologique, mais très féminin. Qu'est-ce que c'est? Je suis très intriguée. Qu'est-ce que c'est que la trichotillomanie? Je ne connais pas. C'est certainement pas, la manie du tricot. Alors, alors non, mais je sais pas si vous m'entendez, c'est la manie Oui, de se tirer les cheveux, de ah se oui, toucher, mais au point qu'ils tombent ou carrément se les arracher. oui. Alors, intéressant. Les cheveux sont très tu dis que c'est très féminin, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai accompagné des personnes sur, des problématiques de cheveux, chute de cheveux. Alors, ce n'est pas toujours un problème en lien avec la féminité, mais très souvent, ça peut être en lien avec la féminité, justement. J'accompagnais, une fois une jeune femme, qui avait, un problème de desquamation du cuir chevelu et c'était vraiment une notion de se sentir séparée de sa féminité, puisque pour elle, être féminine dans sa culture orientale, être une femme, c'était forcément avoir des grands et beaux cheveux, brochingés, donc pas bouclés, pas frisés, mais pas lisses non plus, avec un beau brushing à l'américaine et bien sûr très épais et très fourni et puis elle, malheureusement, depuis toute petite eh bien, elle avait des petites frisures, façon afro comme ça et depuis toute petite, on lui disait qu'elle avait une serpillière sur la tête, donc elle se sentait séparée de sa féminité par les cheveux. Donc oui, ça peut être, une bonne piste à explorer. Le décodage et le rôle des germes dans les urines alors. Oui, j'ai pas parlé de ça. Il y a des maladies qui ne nécessitent pas de virus, de bactéries, de germes pour se déclencher. Elles se déclenchent tout naturellement dans la biologie et puis il y a d'autres maladies qui vont être déclenchées par, des germes, des microbes. Donc ce serait l'objet de toute une conférence, que je ne vais pas faire maintenant. Mais l'hypothèse du décodage, eh bien, c'est que la biologie, qui cherche une solution d'adaptation, hein,
eh bien elle va, et qui est en permanence en contact avec des germes et des microbes, elle est en permanence infestée et pourtant on n'est pas en permanence malade, eh bien l'hypothèse ce serait que notre système immunitaire et notre biologie vont s'emparer, là, cette fois, du germe, du virus, du microbe, de la bactérie, pour pouvoir justement exprimer la solution d'adaptation. J'ai besoin d'une solution d'adaptation, j'ai le germe qui va m'aider à produire cette solution d'adaptation, alors je le prends, je le laisse s'exprimer. Au lieu de le dégommer, c'est mon rôle de système immunitaire, je lui fais de la place et je le laisse s'exprimer. Ce serait l'hypothèse du décodage. Et donc, on a même un décodage spécifique pour le germe. Ce serait, j'ai besoin d'aide pour pouvoir transformer et m'adapter dans la vie. Donc on va prendre en considération ça quand on accompagne la personne. On va citer, bien sûr le conflit en lien avec la maladie. Donc par exemple, l'infection urinaire, on est vraiment dans une problématique de ne pas pouvoir organiser son territoire, sa maison, sa famille, sa sexualité comme on le souhaite et on va rajouter cette notion de: «J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une information supplémentaire pour pouvoir, arriver, réussir à organiser mon territoire, ma sexualité». Merci, merci, merci à tous ceux qui me disent, merci. Parfois, on a des symptômes pendant le conflit, donc on ne solutionne pas. Au lieu d'augmenter les fonctions aux cellules, on a une diminution des fonctions. Ça correspond à quelle maladie gynéco? Donc oui, pour, m'adresser aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas spécialistes, qui n'ont jamais entendu parler de décodage, j'ai beaucoup parlé de maladies où on fait du plus, où on fait plus de cellules. Et puis parfois, il y a des maladies où on enlève de la cellule. Donc, à quelle maladie gynéco ça correspondrait? Alors j'ai parlé un peu d'hypogonadisme. L'hypogonadisme, c'est donc quand on a des chutes hormonales comme ça existe au masculin comme au féminin, hein. Un homme peut souffrir d'hypogonadisme et donc se retrouver avec, moins de testostérone et donc en surpoids, avec de la gynécomastie, des seins qui poussent, et cetera. Et donc à l'inverse, la femme, elle va se retrouver avec moins d'hormones, féminines et plus de testostérone, donc elle va se retrouver avec de la pilosité, voilà. Sinon, il peut y avoir des nécroses des ovaires, donc l'ovaire, qui se nécrose carrément. La stérilité, on pourrait dire que c'est une maladie où on enlève de la fonction, on la diminue. Hem, donc il y a des stérilités qui sont dues à, une pathologie comme, l'ovaire ne fonctionne plus ou la trompe ne fonctionne plus et puis il y a des stérilités fonctionnelles. C'est-à-dire que tout fonctionne et pourtant, la femme ne tombe pas enceinte. Donc voilà ce qui serait du moins. Hem, Qu'est-ce qu'il peut y avoir en moins? Hem, il peut y avoir, nananana. Pendant la grossesse, je pense à la perte de tonicité du col de l'utérus qui, au lieu de rester fermé le temps de la grossesse, je parle des 1ers trimestres, hein, 1er et 2e trimestre, eh bien, il s'ouvre tout simplement, donc il perd de sa fonction, il perd de sa tonicité. Est-ce que la production excessive de prolactine est explicable également? Oui, la production excessive de prolactine, ça vient de l'hypophyse. Donc c'est l'hypophyse qui, produit la prolactine et bien sûr quand, l'hypophyse est informée qu'il faut en produire. L'hypophyse, elle a un décodage à elle toute seule. C'est une glande qui, est le chef d'orchestre de toutes les autres glandes endocrines de notre corps. Donc c'est la glande qui est au-dessus, c'est vraiment le chef d'orchestre. Au-dessus d'elle, il y a encore un supérieur qui est le thalamus, mais elle est le chef d'orchestre. Le thalamus, on va dire que c'est le compositeur qui écrit la symphonie et l'hypophyse prend la partition qui a été écrite par le compositeur et elle fait jouer les violons, les trompettes, les percussions et la chanteuse soprano à tour de rôle et elle fait comme ça, jouer la partition. Donc l'hypophyse, elle fait jouer la prolactine. Elle lui dit: «Toi, tu vas produire du lait». Et donc, soit il y a, une hyperfonctionnalité de la prolactine, c'est-à-dire que l'hypophyse, tout à coup, décide de faire plus de prolactine parce que c'est la solution. Et donc, on met ensemble le décodage donc, du sein, nourrir, protéger
et de l'hypophyse qui est: «Je dois être à la hauteur. Je suis le chef d'orchestre, je dois être à la hauteur». Donc je dois être à la hauteur pour nourrir, protéger, mon prochain. Il y a des personnes qui, font de la prolactine en excès alors qu'elles n'allaitent pas, elles n'ont même pas d'enfants. Il y a même des hommes qui produisent de la prolactine, mais les hommes ont une glande mammaire, mais qui n'est pas développée et ils se mettent à produire de la prolactine. Donc souvent, c'est dû à une tumeur de l'hypophyse, une tumeur bénigne, donc non cancéreuse, mais qui va faire, encore une fois, une hyper, fonctionnalité qui va booster cette fonction-là, parmi d'autres, hein, mais produire de la prolactine. Donc le conflit qui est derrière, encore une fois, c'est: je veux être à la hauteur pour pouvoir, nourrir mon prochain. J'ai accompagné une jeune femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'était pas en couple, qui souffrait d'une tumeur à l'hypophyse avec production de prolactine, donc elle produisait du lait, carrément. Et c'était vraiment ça, elle disait, «Un jour j'aurai un foyer», j'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs, mais j'ai très peur de devenir mère. On revient sur nos croyances. J'ai très peur de devenir mère, j'ai très peur d'avoir un foyer puisque, dans ma famille, sur plusieurs générations, les enfants sont abandonnés. Donc les mères ne sont pas à la hauteur de leur rôle. Donc elle venait d'une culture, algérienne, où sur plusieurs générations, elle avait une grande connaissance de sa famille. Il y avait eu des enfants d'un premier lit, puis un deuxième mariage. Les enfants du premier lit, hop, étaient, abandonnés. Et puis ensuite, il y avait, encore une fois d'autres familles où il y avait, un mariage, des enfants, la mère, mourait, hop, les enfants étaient abandonnés. Et autre, cas de figure, c'était le père qui mourait dans un autre foyer, les enfants étaient là, le père meurt, hop, la femme et les enfants sont, expédiés de la famille, et on ne veut plus d'elle. Donc à plusieurs générations comme ça, dans sa famille, elle avait la mémoire qu'être mère, c'est abandonner ses enfants ou bien c'est risquer d'être, reniée, répudiée, abandonnée. Donc évidemment, elle était dans un grand stress et là, elle était dans un projet de se mettre en couple, de fonder un foyer. C'était vraiment son, son envie, son projet. Mais avec le projet apparaissait avec la rencontre amoureuse, apparaît le stress. Je ne serai jamais je dois être à la hauteur pour être une bonne mère. Est-ce qu'il y a une formation dédiée uniquement à la sphère gynécologique? Alors, dans la formation de décodage, oui, elle existe. Il y a 3 jours dédiés juste à la sphère gynécologique, mais c'est une formation déjà de niveau 2. Il faut avoir fait les bases et cetera pour pouvoir, faire ça. Maintenant, ça n'existe pas encore, mais on est dans le projet peut-être, avec l'école de proposer, en plus des conférences, un autre format qui serait des ateliers. Ateliers, d'1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures comme ça, qu'on pourrait animer, pour le coup avec un public réduit, une quinzaine de personnes, pas plus, et qui serait un atelier à thème et à visée thérapeutique, donc pour travailler sur, la sphère gynéco, en tant que patient par contre. Si ton propos c'est: «Est-ce que, il y a une formation qui m'aiderait moi, thérapeute, à accompagner les gens en gynécologie?» bah, c'est la formation en décodage. Alors, les problématiques liées à la non-sensation, pas de ressenti lors des actes sexuels peut être liées à quel conflit de croyances limitantes selon vous? Toujours les mêmes. Croyances, limitantes sur le plaisir, la sexualité. Donc là, on est dans un hypo-ressenti, on est dans de l'anesthésie. Donc il y a 2 manières, de repousser un contact, qu'on ne veut pas. Soit en ressentant de la douleur, c'est le cas des vaginites, de la dyspareunie. Donc on ne peut pas, rentrer quoi que ce soit à l'intérieur de mon vagin puisque j'ai trop mal. Je repousse le contact qui m'agresse, qui est dangereux. Soit en ne ressentant rien. Donc, je ne le repousse pas vraiment, on peut être en contact avec moi, mais ça me pose aucun problème puisque je ne ressens rien. C'est, quelque chose que connaissent souvent les femmes qui ont vécu, les femmes ou les hommes, hein, qui ont vécu des agressions, sexuelles, très jeunes ou répétées ou, voilà, qui ont été violentées, violées comme ça. Ou bien les prostituées, hommes ou femmes qui, dont c'est le métier d'avoir des relations sexuelles tous les jours et qui finissent biologiquement par ne plus rien ressentir physiquement, puisque c'est la solution. La solution, c'est de sortir du corps, c'est de ne plus avoir de sensations. Donc si je ressens plus rien, bah, c'est pas douloureux non plus et donc c'est très bien.
Le conflit à la base de ça, c'est toujours le même, c'est l'agression, hein. Je suis agressée par ce contact et donc les croyances à l'origine de ça, probablement, eh bien, c'est que la sexualité est dangereuse, violente, douloureuse. Pour quelle raison? Je ne sais pas, hein, souvent des mémoires d'agression. Je me permets de prendre la parole, Mirella, pour savoir, justement par rapport à ça, est-ce qu'on peut avoir le problème avec un seul partenaire et supposons, c'est parce que c'est le corps qui dit que ce partenaire est pas «bon» entre guillemets pour nous et avec un autre, on n'aurait pas ce problème-là? Oui, oui, c'est tout à fait, probable. Pour quelle raison? Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que là, Mmh c'est mh. vraiment propre à la personne. Hem, hem En tant que thérapeute, moi, je vais aller chercher quelle est la différence entre ce partenaire-là et l'autre. Celui avec qui OK. ça fait mal, celui avec qui ça fait pas mal. Donc est-ce que la différence elle est dans la complicité, la relation, hem, heu, l'âge? Tout peut être déclenchant d'une douleur, tu Mmh. vois? Mais c'est possible que ça C'est fasse avec un possible. et pas avec l'autre? OK, Oui, tout à fait, c'est merci. possible. Merci beaucoup. Est-ce que la cystite qui se déclare après un rapport sexuel avec son conjoint est forcément en lien avec une réparation d'un conflit vécu par rapport au conjoint? Donc ça, c'est quelqu'un qui connaît le décodage, puisqu'on parle de réparation. Non, pas forcément. Donc c'est en lien avec, le fait de faire l'amour, mais pas forcément avec le conjoint. Et donc hem, j'ai déjà vu des personnes qui faisaient des cystites à chaque fois qu'elles avaient une relation, sexuelle satisfaisante. Et donc derrière, elles étaient satisfaites dans l'organisation de leur sexualité, rien à voir avec le conjoint. D'autres, au contraire, c'est, à chaque fois qu'elles faisaient l'amour, elles avaient une cystite, et c'est quand elles prenaient pas de plaisir, qu'elles réparaient. Donc l'absence de plaisir était une solution parce que ça venait satisfaire la croyance que si j'ai du plaisir, je suis une pute. Donc plein de déclinaisons possibles autour de ça, mais le conjoint en lui-même est rarement impliqué. Bien qu'il il soit, le partenaire, en réalité, à l'origine, tout vient de son rapport, de soi à soi en tant que femme, dans sa sexualité et cetera. Alors, quelles sont les techniques que vous employez? Je parle d'hypnose, de PNL, les autres, eh ben, essentiellement, c'est la PNL que j'utilise moi personnellement. J'utilise des techniques propres au décodage. En décodage, on va beaucoup, faire de régression dans le temps, on va faire exprimer les ressentis, douloureux par la parole. On va utiliser beaucoup de métaphores, pour que la personne puisse s'exprimer. Donc, on a tout un tas d'outils pour travailler comme ça de manière métaphorique. On va bien sûr travailler sur les croyances. Donc on a tout un tas d'outils également qui n'ont pas enfin que les thérapeutes en décodage, donc là en l'occurrence Christian Flech a inventé, lui-même, mais lui-même il était, maître en PNL et en hypnose, donc il crée, mais à partir de ce qu'il connaît aussi, hein, bien sûr. Donc en tout cas, ce sont des techniques de thérapie brève qui visent à transformer. Une fois qu'on a le décodage, c'est la grille de lecture, c'est ce qui nous permet de retrouver, le coupable en quelque sorte, et une fois qu'on a le coupable, l'événement coupable, le ressenti coupable, eh bien on va travailler dessus avec, des techniques, de transformation, de thérapie brève. On peut retrouver des informations sur la formation. J'ai vu plusieurs sites, formules, modules, cycles. Donc ta question, Alice, c'est peut-être, en quoi elle consiste cette formation? Donc, oui, il y a 3 niveaux, peut-être bientôt 2 d'ailleurs, ça va peut-être bientôt changer. En tout cas, jusque-là, il y avait 3 niveaux. Un niveau de base, qu'on appelait les bases, un niveau 1 et un niveau 2. Donc, le niveau de base, ça consiste en 6 modules, en fonction des pays dans lesquels on le fait, ça varie, de quelques jours, mais le premier module fait 2 jours, c'est un module qu'on appelle de fondamentaux, c'est un module de découverte, et puis ensuite les autres modules font 3 jours, c'est toujours ciblé sur les week-ends, et on essaye de faire ça, dans un laps de temps de 6 à 9 mois. Ensuite, il y a un deuxième niveau où il y a aussi, un certain nombre de modules obligatoires, hem, qui sont justement, tous les, tous les appareils. Donc on va faire par exemple 3 jours sur, la gynéco, le digestif. Puis on va faire, et l'andrologie, donc l'appareil sexuel masculin. On va faire 3 jours sur,
la pneumologie, cardiologie, urologie. Puis après, on va faire 3 jours sur l'endocrinologie et la neurologie, etc., etc. Donc ça, c'est niveau 2. Et niveau 3, c'est des stages plus à thème avec des visées thérapeutiques très spécifiques. Donc, par exemple, 3 jours sur les techniques, la thérapie en transgénérationnel, donc comment travailler avec les mémoires transgénérationnelles. On va faire 3 jours sur le projet Sens. Il y en aura un en janvier d'ailleurs. Donc, c'est le projet inconscient des parents quand ils conçoivent un enfant. Donc, c'est toutes ces structures qui se jouent à la conception de l'enfant. Il y a tout un stage sur les croyances. J'en parlais dans ma conférence en long, en large, en travers. Donc, tout un stage sur comment libérer des croyances. Tout un stage sur l'identité, sur les conflits verrouillants qui limitent la guérison, etc. Voilà, voilà. Je vois qu'il y a encore énormément de questions. J'aurais adoré pouvoir répondre à toutes, mais ça va faire vraiment durer la conférence très, très, très longtemps. Donc, comment vous satisfaire tous? Il y aura un replay. Et puis, si vous avez des questions vraiment qui se sont réveillées, très importantes pour vous, eh bien, vous pouvez toujours me contacter plus directement pour voilà, que je réponde à vos questions ou faire une séance. Ou bien, si vous le souhaitez vraiment, je referai cette conférence d'ici quelques mois et puis vous pourrez poser vos questions en premier, voilà. Parce que je pourrais pas répondre à toutes, il y en a trop dans le chat là. Sans faire durer la conférence jusqu'à 22h. Merci à toutes et tous de m'avoir écoutée, d'être là et puis je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous rencontrer bientôt en consultation, en formation, lors d'autres conférences, lors d'ateliers ou je ne sais pas où. Très belle Merci. soirée à tous.